Il est 12 heures à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, midi également en temps universel, l'heure du grand journal de la RFM. Bonjour et bienvenue. Souleymane Niang. Au sommaire, le jugement du tribunal de Thiès sur le litige foncier opposant deux membres influents de la famille Sy de Tivaouane. Il y aura une expertise pour déterminer le propriétaire du terrain en question. Hissène Habré inhumé au Sénégal, ce sera cet après-midi après la prière mortuaire à la mosquée omarienne de Dakar. Nous reviendrons largement sur les relations entre l'ancien chef de l'État tchadien et les familles religieuses du Sénégal. Inondation dans la banlieue de Dakar, le plan Orsec efficace à Keur Massar. À Touba, le député de l'opposition Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly rejette la version optimiste du ministre de l'Assainissement et de l'Eau. Nous parlerons du bilan du jour du Covid-19 et puis ce prélèvement de 3% sur certaines marchandises pour financer la modernisation de l'administration douanière avec des risques de contribuer davantage à l'inflation. Nous en parlerons avec un économiste à la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Souleymane Niang. Tivaouane, le problème du terrain qui oppose Serigne Moustapha Sy à Serigne Maodo Sy. L'affaire a été appelée à la barre du tribunal de Thiès ce matin. Le juge a ordonné une expertise pour délimiter le terrain en question. Le rapport doit être déposé dans un délai de 60 jours. L'audience de ce matin s'est déroulée sous une forte présence des forces de l'ordre. Le récit de Cheikh Anta Diop. Cette affaire qui oppose Serigne Moustapha Sy, le guide moral des Moustachidines ou Moustachidades, à Serigne Maodo Sy ibn Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, après une bataille judiciaire relative à un litige foncier à Tivaouane. Cette affaire ne finit toujours pas de révéler ses secrets. Une autre procédure vient d'être mise en branle par le juge en charge du dossier. Cette fois-ci, il ordonne une expertise pour délimiter le terrain. Maître Amadou Sonko, avocat de Serigne Moustapha Sy. Le tribunal a pris une décision, il a ordonné une expertise, il a désigné le chef du cadastre de Thiès pour faire la situation, la limite du terrain, c'est-à-dire que le terrain revendiqué par l'un et par l'autre. Donc il a désigné le chef du cadastre de Thiès, il a donné un délai de 60 jours pour déposer son rapport. Voilà la décision. Et votre avis personnel en tant que... Non, j'ai une décision qui est rendue, je n'ai pas le droit de commenter là, à travers la presse. Une nouvelle procédure qui s'annonce en attendant le verdict. Les services de renseignement avaient tiré la sonnette d'alarme sur la situation. Un important dispositif sécuritaire est mis en place. Les forces de l'ordre, munies de lance lacrymogènes et des chars de combat, ont quadrillé la ville de Thiès et celle de Tivaouane. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Justice toujours ici à Dakar, la chambre administrative de la Cour suprême doit examiner aujourd'hui l'affaire des étudiants exclus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Plusieurs étudiants ont été renvoyés en début juillet suite à des violences. À l'origine de ces violences, les opérations de renouvellement des bureaux des amicales d'étudiants. 110 individus interpellés entre Touba et Mbacké, résultat d'une opération de sécurisation combinée police-gendarmerie, opération qui a eu lieu les 23 et 24 août pour 90 pour vérification d'identité, 5 pour détention, usage et trafic de chanvre indien, 8 personnes pour ivresse publique et 7 pour rix sur la voie publique. 102 véhicules et 5 motos ont été mises en fourrière sans compter les pièces saisies au nombre de 257. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Quelques jours après le lancement du plan Orsec, constat sur le terrain, les eaux de pluie ont considérablement diminué dans certains quartiers du département de Keur Massar. C'est le cas à la cité Camibas. Cependant, les populations estiment que le plan Orsec est certes un remède, mais pas la solution définitive aux inondations. Reportage Mohamed Omar Ba. Plus besoin d'être un équilibriste pour sauter de brique en brique. Seuls quelques flaques d'eau résistent encore aux assauts des grands tuyaux. Ces tuyaux devaient être installés plus tôt, selon Djibril Sey. Dans un premier temps, ils ont amené des tuyaux qui sont trop faibles par rapport à l'eau qui était là. Mais il a fallu que la population prie
Raison pour laquelle ils ont amené les tuyaux qui sont un peu costauds. En moins de 24 heures, ils ont évacué l'eau. Pourquoi ils n'ont pas fait ça depuis lors? Prévenir les choses à temps. Il est habitant du quartier et lancé mégots de cigarettes coincés entre les doigts, pantalon retroussé. Djibril dit avoir marre des plans à n'en plus finir. Combien de plans sont déclenchés au Sénégal? Plan Djahaï, plan Osek, j'en passe. Chaque jour on parle de plans. Il faut travailler et réaliser des actes concrets, mais ces histoires de plans Osek, moi je n'y crois pas. Un peu plus loin, pour entrer dans la boutique de Ibrahima, il faut presque grimper. Un demi-mur est construit au niveau de la porte pour empêcher l'eau de pénétrer. L'eau a diminué, mais on aurait préféré qu'il n'y ait pas d'inondation. Il faut qu'il nous aide. On ne peut plus vivre cette même situation chaque année. Cette eau des pluies diminue dans cette partie, mais d'autres quartiers comme Unité 3, Aladipate, Cité Sotrak sont encore sous les eaux. Parlons à présent des difficultés dans la distribution de l'engrais aux paysans. Le ministre de l'Agriculture fait des précisions et soutient que le déficit est dû aux difficultés conjoncturelles liées à l'épidémie de Covid. La disponibilité de cet intrant est devenue problématique. Le professeur Moussa Baldé, joint par Barthélémy Gom. Nous sommes dans la mise en place des engrais, effectivement. Nous avons commencé depuis le mois de juin. Alors, il se trouve que cette année, il y a une difficulté conjoncturelle par rapport à la mise en place des engrais. D'abord, il y a un problème de disponibilité de l'engrais au niveau mondial. Ensuite, il y a le problème du fret. Même trouver des conteneurs dans le monde actuellement, c'est un peu difficile. La conséquence, c'est que importer de l'engrais revient très cher, ce qui fait que tous les opérateurs cette année qui avaient l'habitude d'importer de l'engrais se sont retournés vers les ICS. Les ICS, depuis le mois de juin, se sont consacrés à produire de l'engrais pour la campagne agricole. Au jour d'aujourd'hui, ils ont produit à peu près 40 000 tonnes d'engrais qui ont été entièrement mis en place à travers le territoire national. La conséquence, c'est que actuellement, aujourd'hui, nous sommes le 26 août. Les mises en place d'engrais arachides, nous sommes aux environs de 80% de mise en place. En ce qui concerne les engrais de mil et de maïs, nous sommes aux alentours de 60% de mise en place. Les urées, autour de 40%. Il faut dire que les urées, nous allons continuer jusqu'au 15 mars. Nous sommes en train de tout faire avec les ICS pour que, au moins, les mises en place pour le mil et le maïs atteignent d'ici quelques jours que 70 à 80% aussi. Donc, voilà la situation. Justement, à propos des importations, le Sénégal vient d'instituer un prélèvement de 3% sur la valeur de certaines marchandises. Les ressources qui en seront tirées seront destinées, selon un communiqué de la douane, à financer la modernisation de l'administration douanière. Sans plus de précision. Un économiste que nous avons interrogé craint une augmentation de l'inflation. Mohamed Ali Mouba. Le décret a été signé depuis juillet dernier par le chef de l'État, mais c'est lundi dernier que la douane sénégalaise l'a rendu public. Ce prélèvement s'applique aux marchandises d'origine tierce, à l'UEMOA et à la CEDEAO déclarées pour la mise à la consommation sous le régime du droit commun. Le taux de ce prélèvement est de 3%. Son assiette est constituée par la valeur en douane des marchandises mises à la consommation. Mais selon l'économiste Maïssa Babou, cette hausse n'est qu'un subterfuge pour masquer une inflation intérieure. En fait, ce qui se passe, c'est que l'État du Sénégal est sous pression à cause d'un encours de la dette extrêmement élevé. Et que depuis 2019, tout juste après la réélection du président de la République, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait des augmentations sur ce qu'on appelle les biens de grande consommation. C'était vraiment presque pratiquement le fer, le ciment et certains produits comme aussi le téléphone. Maintenant, cette pression ne baisse pas parce qu'en fait, le Sénégal n'a d'autres ressources que ses ressources fiscales. La FAO, ce qui est bizarre, c'est que la FAO vient de sortir un papier cette semaine pour dire que effectivement sur le plan mondial, les biens de consommation sont en baisse, même s'il faut noter une légère augmentation
une légère augmentation du cours du pétrole. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que malgré le coût élevé du transport, il y a quand même qu'au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle une inflation intérieure. Les marchandises provenant de la zone CEDEAO, de l'UEMOA, les produits gaziers, le riz, le blé, la farine de blé, les médicaments et marchandises relevant du chapitre 30 du système harmonisé sont exclus du champ d'application de ce prélèvement. Mais pour le moment, on ne sait pas combien cherche précisément la douane et jusqu'à quand va s'opérer ce prélèvement. RFM, la radio de toute l'actualité. C'est cet après-midi que l'ancien président tchadien Hissène Habré sera porté à sa dernière demeure au cimetière musulman de Yoff. Ce sera après la prière mortuaire à la mosquée omarienne de Dakar. Justement, parlons des relations spéciales que l'ancien chef de l'État du Tchad entretenait avec les familles religieuses du Sénégal. Koumba Sandiane Faye. Le faux président Habré avait des relations très poussées avec les familles religieuses ici au Sénégal depuis son arrivée en 1990, ce qui n'est pas fortuit. Selon Cheikh Omar Sy, Hissène Habré était un disciple de la confrérie Tidjane. Personnellement, nous avons une histoire historique avec le président Habré qui était très proche de mon père Aboubacar Seydou Sy, ambassadeur au Caire, avec qui il était très lié depuis avant même qu'il ne soit président de la République, d'où vraiment la posture de la famille omarienne, mais surtout aussi avec Thierno Madani Tall, qui a joué un rôle prépondérant pendant toute cette période où il a traversé des moments assez difficiles avec la justice, sa condamnation, mais aussi son incarcération. Le professeur Mbaye Thiam abonde dans le même sens. Selon lui, le président Habré était un habitué de la mosquée omarienne, un fervent musulman, ce qui explique même le choix de sa famille. Pour l'essentiel des gens qui suivent l'actualité, qui connaissent un peu du vécu de Hissène Habré au Sénégal, c'est un habitué de cette mosquée. Et l'islam recommande profondément que quand un musulman est décédé, que de préférence, si cela est possible, qu'il soit préparé dans la mosquée qu'il fréquentait le plus, parce que ce sont justement les personnes qui priaient avec lui dans cette mosquée, qui le connaissent et qui peuvent témoigner pratiquement de son caractère de musulman et de ses qualités humaines et sociales. La famille du président Habré décide que la prière mortuaire se passe aujourd'hui à 14h à la mosquée omarienne. Venons-en maintenant au Covid-19 avec le bilan du jour. On note 11 décès qui ont été enregistrés hier dans donc le bilan du jour. Sur 2241 tests réalisés, 100 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,46%. 12 cas contacts et 88 cas issus de la transmission communautaire. L'ONG Lex Africa vient de réaliser une étude d'évaluation de la riposte de l'État face à la pandémie de Covid-19. Le rapport relève beaucoup de manquements dans les mesures de riposte ainsi que la disponibilité des chiffres. Comme solution, les auteurs de ce rapport proposent entre autres un code de la santé pour le Sénégal. Eliman Kane, président de Lex Africa, a été l'invité de RFM Matin. Le rapport a montré qu'effectivement, il y a des problèmes qui sont des failles inhérentes même au système de santé, mais également à la gestion des politiques publiques de façon générale. D'abord, sur le plan, par exemple, de l'analyse épidémiologique, on s'est rendu compte qu'il y a un problème de fiabilité de l'information. Et donc, il n'y a pas un bon système de relais de l'information et de gestion des données. Donc, il n'y a pas de open data, il n'y a pas de data source où on peut avoir toute l'information fiable qui puisse permettre quand même d'apprécier donc le comportement d'une pandémie ou d'une maladie. Ça, c'est un sérieux problème. Mais également, on s'est rendu compte que sur le plan des mesures qui ont été prises, c'est des mesures plutôt liberticides qui ont été prises, mais une gouvernance très concentrée qui a manqué de donner des informations fiables aux citoyens, mais aussi aux autres acteurs, et notamment aux chercheurs. Vous avez formulé des recommandations, des mesures pour corriger tous ces manquements. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur ces recommandations qui ont été faites dans le rapport? Oui, et globalement, c'est tout simplement qu'il nous faut aller vers une nouvelle culture de santé publique. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut un système beaucoup plus inclusif qui part des communautés pour impliquer une solidarité entre les communautés et les personnels de santé pour la prise en charge des maladies de façon générale, mais également aller vers une
une véritable politique de santé qu'un code, par exemple, et un code de la santé qui pourrait permettre à tous les acteurs de savoir exactement comment est organisé le secteur et quels sont les comportements que nous devons avoir. Et puis, il faut le savoir, le virus du Covid-19 peut toucher les yeux avec comme signe la rougeur. Mais attention, la conjonctivite est là et c'est la période, comme chaque année, selon la Société sénégalaise d'ophtalmologie, qui rappelle l'importance de l'hygiène des yeux. Awambay. Le coronavirus responsable du Covid-19 et l'entérovirus de la conjonctivite. Deux infections qu'il faut dissocier, même si la rougeur constatée au niveau des yeux peut être un signe commun. Le professeur Amadou Ndiaye, président de la Société sénégalaise d'ophtalmologie, donne ici quelques spécificités de l'atteinte oculaire en cas de Covid-19. Les patients qui sont atteints de coronavirus peuvent développer un certain nombre de signes que les ophtalmologistes peuvent reconnaître. Il peut s'agir de rougeur, ces patients peuvent se plaindre d'une impression des yeux qui sont secs. Ils peuvent avoir des tuméfactions au niveau des yeux et quelquefois on trouve des lésions qui sont beaucoup plus évoluées. Mais il faut savoir que certains signes ne sont pas en rapport avec le coronavirus, mais ils sont en rapport avec le contexte de la réanimation. Donc pour nous résumer sur cette question essentielle, le virus est présent dans les larmes des patients atteints de coronavirus et il faut faire attention. Quand la conjonctivite ou Apollo se développe, les yeux sont rouges. Et le professeur Amadou Ndiaye précise que c'est une affection bénigne et quand il y a d'autres signes d'aggravation, il faut aller à l'hôpital, peut-être c'est lié à autre chose. Donc quand on dit conjonctivite, ça veut dire que l'œil est rouge, mais c'est une rougeur qui intéresse en général tout le blanc, ce n'est pas une rougeur localisée, je vais y revenir tout à l'heure. Quand on dit qu'il y a conjonctivite, il y a en général un petit larmoiement et on a peur de la lumière. Mais attention, il y a deux signes négatifs. Important pour les pharmaciens qui reçoivent les patients, important pour les autres médecins qui ne sont pas ophtalmologistes. Quand on a une conjonctivite, on a pas mal. Mais deuxième signe négatif, la conjonctivite ne baisse pas la vision. Attention à l'automédication qui peut être dangereuse selon l'ophtalmologiste qui recommande l'hygiène des mains pour lutter contre les infections. La sécurité des journalistes au cœur d'un atelier organisé par l'Appel, l'association de la presse en ligne. Occasion pour le ministère de la Communication de revenir sur certaines dispositions, surtout par rapport à leur protection. Ainsi, de nouveaux gilets avec un code QR seront disponibles. C'est une assurance du directeur de la communication du ministère, Ousseynou Dieng, au micro de Nafissa Toussila. Il est extrêmement difficile de sérier qui est journaliste et qui ne l'est pas. Parce que pour garantir la sécurité des journalistes, il faut évidemment que ceux-là qui ont en charge la sécurité, en particulier les forces de défense et de sécurité, puissent avoir les outils et les moyens pour pouvoir faire la différence qui est journaliste et qui ne l'est pas. Parce que nous nous retrouvons tous dans un contexte, que ce soit pour traiter l'information dans un contexte de pandémie ou d'inondation, il est évident que la question de la sécurité se pose au plus haut niveau. C'est-à-dire c'est la sécurité des citoyens même qui se pose. Maintenant, les journalistes sont là pour collecter, traiter l'information, pour permettre au public d'avoir accès à l'information. Mais il appartient également à cette communauté d'acteurs de la presse de s'organiser avec l'aide de l'État pour faire en sorte qu'on puisse faire la différence de celui qui est journaliste qui ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle nous avons institué la carte de presse qui est sécurisée, numérisée, qui permet d'un simple clic de pouvoir accéder à l'information, savoir qui est journaliste. On parle de gilet avec une possibilité de code QR, un code numérique qui permet de sécuriser les journalistes. Donc, nous avons suffisamment de solutions technologiques pour permettre aux journalistes. Notre bataille aujourd'hui, c'est comment accompagner le secteur de la presse en termes de structuration, en termes de formalisation et en termes d'accompagnement même au plan financier. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons mis en place le Fonds d'appui et de développement dont l'un des objectifs, c'est d'aider la presse, d'accompagner financièrement la presse à travers la formation, à travers le financement. Ce fonds-là va progresser, va aller de manière progressive d'année en année pour abonder toutes les ressources nécessaires. Et nous y travaillons avec l'ensemble des acteurs. Tous les textes que nous avons mis en place, nous l'avons mis en rapport avec les acteurs. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Au Niger, un raid de Boko Haram dans le sud-est du pays fait plusieurs morts. 16 soldats ont été tués lors de l'attaque à Baroua mardi. L'annoncé du ministre de la Défense dans un communiqué qui fait état aussi de 9 soldats blessés. Du côté des assaillants, une cinquantaine de terroristes ont été neutralisés et une quantité importante d'armes et de munitions de différents calibres saisies. C'est la première attaque visant Baroua, localité riveraine du lac Tchad, depuis le retour le 20 juin de plus de 6000 habitants qui avaient fui les atrocités des djihadistes en 2000.
2015. Au Nigeria aussi, des assaillants ont abattu des dizaines de personnes. Ils ont tué au moins 36 personnes et détruit des bâtiments lors d'un raid nocturne sur un village situé près de la ville de Jos dans le centre du pays mardi. Selon un porte-parole militaire qui s'est confié à l'agence Reuters, les hommes armés sont passés de maison en maison, tuant les habitants. Les troupes ont eu du mal à se rendre dans la zone car un pont a été détruit. Le gouverneur de l'État du Plateau a qualifié d'acte barbare cette attaque et a déclaré que les forces de sécurité avaient arrêté 10 suspects et en poursuivaient d'autres. En Tanzanie, 4 personnes tuées hier dans une fusillade non loin de l'ambassade de France dans la capitale économique Dar es Salaam. Il s'agit de 3 policiers et un agent de sécurité privé. L'agresseur, dont les motivations sont pour l'instant inconnues, a été abattu par les forces de police. Les appels au dialogue se multiplient après la rupture des relations entre l'Algérie et le Maroc. Dernière en date, celui de la France qui tente de jouer l'apaisement. Paris a appelé hier l'Algérie et le Maroc à revenir à une logique de dialogue dans l'intérêt de la stabilité au Maghreb. Dans un communiqué, le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères a déclaré que la France reste naturellement attachée à l'approfondissement des liens et au dialogue entre les pays de la région pour en consolider la stabilité et la prospérité. Le CI, la Ligue arabe, l'Arabie saoudite et la Libye ont également appelé l'Algérie et le Maroc au dialogue et à la retenue. L'Afghanistan, pour terminer, une menace terroriste très sérieuse et imminente contre l'aéroport de Kaboul. C'est ce qu'a évoqué ce matin le secrétaire d'État britannique chargé des forces armées, alors que Joe Biden, lui, a fait état hier d'un risque grave et croissant d'attaque de l'État islamique à l'aéroport, raison pour laquelle le président américain a décidé, Souleymane, de maintenir au 31 août la date limite pour le départ des forces étrangères d'Afghanistan et la fin des évacuations. Georges Déthié Diop, merci, 12h22. RFI Sport. Nous en venons au journal des sports présenté par Youssouf Bodian. Bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. D'abord la Coupe du Monde de Beach Soccer. Le Sénégal affronte à l'instant même le Brésil. On est au deuxième tiers-temps et c'est un but partout entre le Sénégal et le Brésil. C'est d'abord les Brésiliens qui avaient ouvert le score. Le Sénégal a égalisé grâce à Mamour Diagne sur un dégagement du gardien Alseni Ndiaye. Alseni Ndiaye qui a même arrêté un penalty brésilien. Le match donc qui se poursuit. On est au deuxième tiers-temps. Il reste donc 11 minutes à jouer dans ce quart de finale entre le Sénégal et le Brésil. À 13h30, notez que l'équipe de la Suisse va affronter l'Uruguay. Tahiti, Japon à 16h, Russie, Espagne à 17h30. Afro-basket masculin, la deuxième journée a démarré. Victoire de la Centrafrique qui a battu difficilement la Guinée tout à l'heure 60-61, un point d'écart au bout donc de matchs difficiles. Les Centrafricains qui enregistrent leur première victoire dans cette compétition, deuxième défaite d'affilée pour la Guinée. Le Cap-Vert qui va affronter la RDC, les Cap-Verdiens qui pourront se qualifier en quart de finale en cas de victoire. Angola, Rwanda à 16h. Égypte-Tunisie, match prévu à 19h. Le Sénégal donc qui affronte le Soudan du Sud demain vendredi à 19h. Les détails à suivre dans le journal de l'Afro-Basket avec nos envoyés spéciaux. Malal Junior Diagne et Sola Thiam sera juste après votre journal. Football éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Aliou Cissé publie sa liste demain. Il va dévoiler les noms des joueurs convoqués pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le Sénégal va affronter le Togo le 1er septembre au stade Lat Dior de Thiès. Il sera ensuite au tour du Congo le 7 septembre plutôt à Brazzaville. Après la publication de la liste, le sélectionneur national va répondre aux questions des journalistes. La conférence de presse est prévue à 10h demain vendredi donc dans un hôtel de Dakar. Ce sera en présence du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, et des membres du comité exécutif. Justement, le Togo, premier adversaire du Sénégal, démarre son regroupement demain vendredi. C'est avec les 5 joueurs locaux sélectionnés par Paulo Duarte. Ils vont rallier ensuite Dakar samedi.
Et ils seront donc rejoints par les expatriés, justement, des joueurs africains évoluant en Angleterre risquent de ne pas rejoindre leur sélection nationale. Il s'agit des joueurs originaires de pays placés sur la liste rouge des plus touchés par la Covid-19. C'est le cas de l'Égypte qui pourrait être donc privé de Mohamed Salah. La Confédération africaine de football qui demande au gouvernement britannique d'accorder une dérogation aux joueurs concernés. La CAF qui rappelle que des dérogations similaires avaient été accordées récemment par le gouvernement britannique. C'était pour permettre à des équipes anglaises d'aller participer au final du championnat d'Europe. Dans son communiqué, la CAF a tenu à rassurer que les prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2022 vont se jouer dans le respect strict des protocoles sanitaires établis par la FIFA. CAN 2021 de football, la Mauritanie vise les huitièmes de finale. Les Mourabitounes, pour leur deuxième CAN consécutive, sont dans le groupe F en compagnie de la Tunisie, le Mali et la Gambie qui va découvrir la CAN. Des adversaires que les Mourabitounes récemment affrontés et que son sélectionneur mauritanien connaît très bien. Je vous propose de suivre Corentin Martins. Oui, c'est un tirage, comme tous les tirages, un tirage qui ne sera pas facile. Mais en tout cas, on connaît bien au moins deux équipes, puisqu'on les a eues en Égypte déjà à la CAN 2019 avec le Mali et la Tunisie. La Gambie, on les a joués en phase de qualification aussi à la CAN 2017. Donc on va la découvrir parce que je pense que la Gambie a changé un petit peu, a beaucoup progressé. Elle s'est brillamment qualifiée pour cette CAN-ci au Cameroun. Donc voilà, ce groupe-là, beaucoup de qualité. Deux équipes qu'on connaît bien, qui nous connaissent aussi. En tout cas, ce qu'on cherchera à faire, c'est de faire mieux surtout que à la CAN en Égypte. Et bien sûr, essayer d'aller chercher la qualification pour le tour suivant. C'est ça qu'on aura en tête. Mais comme les trois autres équipes. Corentin Martins, le sélectionneur de l'équipe de Mauritanie de football. Et puis au mot handball pour terminer, handball masculin avec la deuxième journée du championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe au Maroc. À l'instant, l'ASFA qui rencontre la jeunesse sportive de Kinshasa. Le représentant du Sénégal, défait lors de son premier match, va tenter donc d'enregistrer une première victoire. En face, les Congolais avaient également perdu leur premier match. On va faire le point sur ce quart de finale entre le Sénégal et le Brésil. Dans ce deuxième tiers-temps, un but partout entre les deux équipes. Le Sénégal qui avait cru donc devancer au score, mais but annulé pour faute offensive de l'attaquant sénégalais Souleymane. Youssouf Bodian, merci. RFM, reportage. Hausse des prix de certaines denrées après la levée de boucliers de certaines associations consuméristes, le ministère a fini par convoquer une réunion du Conseil national de la consommation. La rencontre est prévue mardi prochain. Depuis 8 mois, l'instance ne s'est pas réunie à cause de l'épidémie de Covid-19. Une réunion qui arrive au moment où l'Union nationale des consommateurs demande des décrets d'application relatifs à la nouvelle loi sur le prix et la protection du consommateur, une loi promulguée depuis 2021. Anna Rocha. Sucre, huile, riz parfumé, presque tous les prix des denrées de grande consommation ont connu une hausse ces dernières semaines. Une situation qui préoccupe l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Ibrahim Dramé en est le président. Très alarmante. Le constat que nous on a fait au niveau de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, c'est qu'il y a un problème de régulation du marché. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un dysfonctionnement extraordinaire en ce qui concerne surtout le manque criard du sucre. D'ordinaire, face à pareille situation, le Conseil national de la consommation est convoqué. Sauf qu'il ne s'est plus tenu depuis 8 mois. Le chef du service régional du commerce de Dakar explique. Serigne Diaw. Le Conseil national de la consommation devait se réunir ce mois-ci après la réunion de la Conso-Confiance. Mais avec la crise sanitaire, nous avons reporté cette réunion. Donc le Conseil national de la consommation se réunit en séance ordinaire au moins une fois par trimestre ou en cas de besoin sur convocation de son président, c'est-à-dire le ministre du Commerce, ou à la demande du quart de ses membres. La situation sanitaire a fait que nous avons différé la réunion du Conseil national de la
consommation. Une nouvelle loi sur le prix et la protection du consommateur a été promulguée depuis juin dernier, mais les décrets d'application tardent à sortir. Ce que déplore le président de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, Ibrahima Dramé. L'article 4 qui dit les prix des prix et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence. Toutefois, lorsque les circonstances légitimes pour des raisons économiques, sociales ou environnementales, certains biens et services peuvent faire l'objet d'une réglementation des prix par décret. Et selon des informations obtenues du directeur du commerce lui-même, une réunion du Conseil national de la consommation est convoquée le 31 août, mardi prochain, pour discuter de la situation actuelle des prix sur le marché. RFM, la presse du jour. Du nouveau pour tous, NCA Santé Famille. Werwerle, la santé pour tous. Vous n'êtes plus obligé d'être salarié pour bénéficier d'une assurance santé. Eh oui, NCA Assurance vous propose une couverture santé pour votre famille et vous-même. Que vous soyez seul, une famille ou un groupe. Disposez de votre carte personnelle d'accès aux soins et bénéficiez d'une prise en charge ou d'un remboursement de vos frais médicaux. NCA Santé Famille couvre vos frais de consultation médicale, de pharmacie, d'analyse biologique, de radiologie, d'accouchement, de soins dentaires, d'ophtalmologie, de chirurgie d'hospitalisation ou même de transport par ambulance. NCA, la seule compagnie d'assurance certifiée qualité ISO 9001 au Sénégal, vous garantit la rapidité et la simplicité de la prise en charge de vos frais médicaux. NCA Assurance 33 889 60 60 33 889 60 60. NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. NCA Assurance Santé Famille Werwerle vous offre votre revue de presse. La presse de ce jeudi 26 août, commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Hissène Habré va reposer à Yoff plus que quelques heures avant que la dépouille de l'ancien président ne s'ébranle pour sa dernière demeure. Le journal Source A constate ce matin que la tombe a été creusée depuis hier et Habré ne partira pas pour son pays natal. Il reposera bien sûr au Sénégal. Levée du corps prévu à 14h à la mosquée omarienne. L'État du Sénégal a joué sa partition. Macky Sall s'est personnellement impliqué pour les obsèques. Obsèques tout frais payés qui devraient avoir lieu dans la discrétion. L'ensevelissement de Habré était même prévu hier. C'est à la dernière minute que cela a été reporté. L'État a réservé le site où il doit reposer, mais même outre-tombe, il ne peut pas espérer la pitié de ces victimes qui attendent avec impatience leur indemnisation, écrit Vox Populi. Pour maître Jacqueline Moudeina, avocate des victimes, la mort de Habré ne dédouanera pas l'Union africaine qui doit mettre en place le fonds judiciaire au profit des victimes et procéder à leur réparation. Politique, l'opposition, l'impossible unité. Le journal Sud Quotidien ouvre grands et colonnes à l'analyste politique Momar Diong qui estime que toute l'opposition ne peut pas se retrouver dans un seul cadre. Il y a les petits et les grands. Là, s'en profite pour poser 1001 questions sur la représentativité des hommes politiques. Entre présence médiatique et ancrage territorial, il y a souvent un grand fossé. Les photos de Thierno Bokoum et de Babacar Diop, respectivement leader des mouvements Agir et des FDS Guelwaar, en première page comme pour demander que représentent-ils, eux qui ont été abandonnés, du moins pour l'instant, à la gare du train des 4 grands qui s'ébranlent pour les locales. Mais au moment où l'opposition est minée par la zizanie, Benno Bokakar tisse sa toile, ou plus exactement lisse son unité, comme le bûcheron Vox Populi. Macky Sall a rassemblé hier son état-major politique pour préparer les élections. Nous devons, dit-il, faire confiance, renforcer la solidarité qui est gage de grandes victoires. Son souhait, les investitures faites sur la base de critères rigoureux et objectifs pour sortir victorieux des prochaines locales. En attendant, le processus électoral continue de poser problème. Bataille rangée entre militants de Thierno Alassane Sall et ceux du maire APR Amadou Yara. 5 blessés, la mairie de Pikine Nord saccagée, informe l'AS. Un militant de la République des valeurs aux urgences avec une incapacité temporaire de travail de 30 jours. Le chef du protocole du maire Apéris Amadou Yara arrêté et gardé à vue, selon le journal Les Échos. Dans le journal Source A, entretien exclusif avec le chef de cabinet du président de la République, Mamba Ignan, toute griffe d'or. Il dit, jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis le seul responsable de Benno Bokakar à avoir dit que je suis candidat à la mairie de Dakar. Il y a des alliés qui ne montent pas suffisamment
haut pour défendre le président de la République. Mais il y a aussi des membres de son gouvernement, des membres de son parti, des membres de son cabinet et des gens qui sont supposés être en position pour défendre le régime et qui ne l'assument pas. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis le seul responsable de Benno Bokk Yakaar à avoir dit que je suis candidat à la mairie de Dakar. Nous nous opposerons à ce que quelqu'un qui nourrit d'autres ambitions ou des desseins non avoués utilise la mairie de Dakar pour conquérir cette ville. Il faut avoir le courage de le dire. Prendre une photo d'une présentation de condoléances et dire que oui, le président est avec tel ou tel autre est irresponsable. Fin de citation. La contestation qui a enflé au sujet des 30 milliards investis pour les tenues scolaires. Cheikh Bamba Dièye adresse une question écrite au ministre de l'Éducation nationale. Selon le journal Le Quotidien, Cheikh Bamba Dièye n'est pas du tout d'accord. Le député s'interroge sur l'opportunité d'une telle initiative. Une étudiante affirme que l'accès au TIC est la priorité pour les apprenants. Pourquoi Dieyna Baldé a-t-elle été arrêtée et gardée à vue? Ce matin, Libération explique tout. Dieyna a mis en œuvre un plan machiavélique pour faire payer à son petit ami son infidélité présumée. Le confrère nous dit tous les aveux détonnants de Dieyna à la police. Elle dit: j'avais les preuves de son infidélité et nous avons lancé l'opération. Dans le journal L'Observateur, c'est plus grave qu'il n'y paraît. Cette affaire Dieyna Baldé, le confrère note que la jeune chanteuse a été extraite hier et conduite devant le canal derrière la gendarmerie de la Foire, d'où elle avait jeté les téléphones portables pour cacher la vérité. Sport pour boucler, afro-basket masculin, première journée, les Lions qui tapent fort sur l'Ouganda, 93-55, Gorgui Sy-Dieng, Ruggi, il dit faire revivre au peuple le sacre de 1997. Tel est notre credo. Selon le journal Record, d'entrée de jeu, les Lions cassent les crânes. Dans le journal Les Arènes, Boyan 2 met en garde Papialis. C'est au sujet des craintes sur le combat contre Tapha Tine. Réponse de l'intéressé dans Sunu Lamb: c'est pas à lui de me dire ce que je dois faire. On écoute l'État qui a reporté les combats. Je ne suis pas là à prendre des dates. Bonne lecture à tous.